Je crois à la nécessité d'unir nos voix, à Paris, à Londres et partout ailleurs, pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique. Tout ceci ne sera véritablement déterminant que si on franchit l'étape de décider de sanctionner Israël. Tsahal intensifie ses frappes ces dernières heures. Gaza brûle, déclare ce matin le ministre israélien de la Défense. Ce qui est préoccupant dans le comportement des gouvernements israéliens, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Genocide is occurring in Gaza. We named the 3 individuals that we felt were responsible. One is the Prime Minister, the other the President, and the third is the former Minister of Defense. Il y a une internationale de la souffrance qui est en train de se constituer. Et ce qui me rend optimiste, c'est que cette internationale de la souffrance, cette conscientisation du monde, elle vient rejoindre la réflexion multilatérale. Bertrand Badi, retraité de la fonction publique et, disons, professeur émérite des universités à Sciences Po, piéton de la mondialisation. Alors, ça veut dire énormément de choses, du symbolique au matériel. Bien sûr que la dimension symbolique est celle qui apparaît de la manière la plus nette, et du coup, de la symbolique à la cosmétique, il n'y a pas grande distance, et on peut considérer que pour le quotidien des Gazaouis qui sont sous les bombes depuis maintenant presque 2 ans, l'effet sera bien moindre qu'un cessez-le-feu ou qu'un projet sérieux de paix. Mais derrière cette symbolique, il y a tant de choses que je crois que cette décision ne doit pas être prise à la légère et peut enclencher un certain nombre d'événements, de décisions, de choix qui vont transformer la face du Proche-Orient. D'abord, vous savez que le jeu international, tel qu'il s'est constitué il y a déjà plusieurs siècles, au moment de la Renaissance, repose sur les États, seul vrai sujet de droit. Quand vous êtes un État, vous existez. Quand vous n'êtes pas un État, vous n'existez pas. Donc, si le système international est un système d'États, il est essentiel que les États se reconnaissent les uns les autres. D'où l'importance en droit international, mais aussi en relations internationales, de la reconnaissance. La reconnaissance par l'autre, c'est le point de départ réel de l'histoire d'un État. Donc, effectivement, il n'est pas négligeable, déjà, d'être reconnu comme tel. Mais derrière la reconnaissance juridique, il y a d'autres reconnaissances, et qui fondent non seulement les relations internationales, mais la paix. C'est-à-dire, il y a la valorisation. Et ça, je voudrais quand même insister sur ce point. Reconnaître l'État de Palestine, c'est un acte juridique, mais c'est aussi un acte humain. C'est-à-dire le fait que, bah oui, les Palestiniens existent. Et le fond même du conflit israélo-palestinien, qui a 3/4 de siècle, plus même d'âge, c'est que Israël n'a jamais voulu admettre le droit des Palestiniens à s'ériger en communauté politique, c'est-à-dire le droit à être. Et le message que l'on fait passer, c'est les Palestiniens ont le droit d'exister en tant que tels. Exister en tant qu'État, ça veut dire exister en tant que tels. Ils ont ce droit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Vous savez, il y a un politiste israélien qui s'appelle Kim Erling, qui a forgé un concept très intéressant de politicide. Le politicide, c'est l'acte par lequel on empêche un peuple de se construire en communauté politique, de se construire en État.
Et c'est ce que fait effectivement Israël dans les faits. C'est ce qui est rappelé par Netanyahou lui-même il y a encore quelques jours. C'est-à-dire, il n'y aura jamais d'État palestinien. Nous ne reconnaissons pas à cette catégorie d'humains le droit d'exister comme ordre politique. C'est-à-dire d'exister tout court dans le monde. Si vous ne pouvez pas exister comme ordre politique, ça veut dire que vous n'existez pas. Vous êtes des soumis, ou vous êtes des parias, ou vous êtes des marginaux. Donc, il y a quand même quelque chose de très fort. Deuxième élément, c'est ce que j'appellerais la pression systémique. Il y a aujourd'hui, avant la reconnaissance par la France et d'autres pays, déjà 148 États qui ont reconnu l'État de Palestine. Avec cette nouvelle vague de reconnaissance, on va atteindre presque les 160. C'est-à-dire que dans ce monde tellement interdépendant, il y a une pression collective de plus en plus forte à laquelle il sera difficile à l'État d'Israël et même aux États-Unis de résister. Pourquoi croyez-vous que les dirigeants israéliens soient tellement en colère? Pourquoi croyez-vous que Trump, le président des États-Unis, menace les pays qui veulent reconnaître la Palestine? C'est parce qu'ils sentent que cette pression systémique qui s'exerce de plus en plus sur Israël risque un jour de devenir insupportable. Et puis, je crois qu'il y a un troisième élément, c'est qu'à partir du moment où il entre dans les normes et dans les faits, cette existence de l'État de Palestinien, même si c'est pour l'instant un État de papier, cela veut dire que tout l'ordre régional va devoir se redessiner. Il va falloir redéfinir le statut de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui accepterait, dit-on, de procéder à de nouvelles élections. Mais s'il y a de nouvelles élections et si on transforme l'autorité palestinienne, si elle se réinstitutionnalise sous cet effet, il faudra bien qu'Israël laisse faire. Et ces colonisations que Israël, de manière cynique, ne cesse de développer en Cisjordanie, elles vont devenir non pas seulement des actes illégaux, ce qu'elles sont depuis bien longtemps, mais des actes qui seront clairement contraires à toute la communauté, aux vœux de, sinon toute la communauté, du moins une bonne partie de la communauté internationale. Donc tout ça, ça compte quand même. Maintenant, je terminerai par la phrase peut-être la plus importante. Tout ceci ne sera véritablement déterminant que si on franchit l'étape de décider de sanctionner Israël pour ses manquements au droit international, c'est-à-dire pour des crimes de génocide, pour des crimes contre l'humanité, pour des crimes de guerre, tels que la Cour internationale de justice l'avait déjà profilé, mais tels que la Cour pénale internationale en a jugé bon à travers les mandats d'arrêt délivrés contre Netanyahou et contre Galland, son ancien ministre de la Défense. Évidemment, là, ça va être un tournant. Est-ce que les États européens, les États occidentaux pourront d'une même main reconnaître l'État de Palestine et ne pas sanctionner les politicides, c'est-à-dire ceux qui veulent à tout prix tuer dans l'œuf l'État palestinien? Là, il faut voir. Première remarque introductive, il n'est pas sûr que les bombardements, l'attaque israélienne sur Doha n'ait pas hâté la décision des États occidentaux de reconnaître l'État de Palestine. Parce qu'il fallait quand même démontrer à l'opinion publique que dans le monde arabe, dans le Sud global, mais surtout montrer aux dirigeants du Golfe, qu'on cherche à ménager, avec lesquels on veut établir de bonnes relations, que les Occidentaux ne sont pas à ce point livrés, et liés aux autorités israéliennes et qu'elles gardent une capacité de jugement et de critique. Je pense que le gouvernement israélien accumule des erreurs dans cette radicalité.
Ça a été une faute de bombarder Doha, une double faute, puisqu'en plus ça n'a rien donné des objectifs qui étaient fixés. Ça a probablement contribué à dresser l'opinion publique, c'est évident, mais même les gouvernements occidentaux contre l'extrémisme de la ligne Likoud, de la ligne Netanyahou. De même que l'offensive sur Gaza. Je pense que ce processus de reconnaissance de l'État de Palestine n'aurait pas été si clairement mené s'il n'y avait pas eu ces excès abominables à Gaza. Il y a encore quelque temps, le ministre de la Défense, M. Israël Katz, s'est réjoui en disant « Gaza brûle ». Mais imaginez qu'un responsable du Hamas ait dit à l'opinion publique internationale, à la face du monde, « Israël brûle ». Vous imaginez la réaction qu'il y aurait eu dans le monde, et en particulier dans le monde occidental, si un leader palestinien avait dit « Israël brûle ». Bon, avoir fait ce pari stupide de la radicalité absolue à Gaza et maintenant l'extension à différents pays, la Syrie, le Liban, l'Iran, le Qatar, et je pense qu'on ne s'arrêtera pas là. Tout ceci a probablement précipité la décision de reconnaissance de l'État de Palestine. C'est une sorte, je dirais, de freinage doux venant de la part des pays occidentaux. C'est les sanctions ou la reconnaissance. Les sanctions, ça fait mal. Les sanctions, ça risque effectivement de créer une crise profonde dans les relations avec Israël, ne serait-ce que parce que Israël a besoin du commerce avec l'Europe. La part de l'Europe dans le commerce international d'Israël est extrêmement importante. Donc, des sanctions de nature commerciale auraient probablement porté un coup très fort, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'État d'Israël. Ce qui est préoccupant dans le comportement des gouvernements israéliens, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Or, l'usage de la puissance, il n'y a pas de solution diplomatique qui soit sérieusement envisagée, puisque, ça a été dit, on ne veut pas d'État palestinien. Donc, effectivement, on assiste à une escalade de la puissance. Et l'autre raison qu'il y a derrière tout cela, c'est quand même, et c'est préoccupant, une vision, sinon du monde, du moins de la région. C'est-à-dire cette négation profonde, d'abord de l'existence même du peuple palestinien et son droit à s'organiser en tant qu'État. Et ça, vous savez, dans le jeu international, cette vision absolue de négation de l'autre a toujours abouti à des drames et des catastrophes. Tant qu'il n'y aura pas de définition d'une vraie coexistence entre Palestiniens et Israéliens, on sera dans des situations de guerre en chaîne. Notre vieille grammaire des relations internationales repose uniquement sur les rapports de puissance et sur les rapports interétatiques. Et effectivement, quand on regarde les rapports interétatiques, le jeu de puissance, les affrontements et les confrontations, on n'est pas très optimiste et on constate que on est dans des logiques de destruction sans cesse plus affirmées, mais qui ne débouchent véritablement sur rien. Quand on regarde l'ONU dans sa face la plus, je dirais, négative, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, qui encore tout récemment s'est traduit par un veto des États-Unis à une résolution demandant la cessation des hostilités à Gaza, on n'est pas optimiste non plus. Mais je pense qu'il faut regarder dans la bonne direction. Nous sommes dans un monde de visibilité. C'est ce qui nous distingue, je dirais, de l'aventure humaine telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à il y a 30 ou 40 ans, et en tous les cas certainement avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où tout se voit. Nous sommes dans un monde où l'image, où l'événement frappe les consciences. Et donc nous sommes dans un temps où l'humanité se reconstitue dans sa globalité et où il est de plus en plus difficile d'être
indifférent à l'événement extérieur, même lointain. Alors on peut l'être dès lors qu'on n'est pas informé. On est tellement peu informé sur ce qui se passe au Soudan, voire au Congo, que l'on n'en parle pas beaucoup. Mais ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe aussi au Sahel, par exemple, tout ceci est en train de toucher l'humanité et enclenche un processus qui va devenir l'une des bases fondamentales des nouvelles relations internationales, que j'appellerais l'empathie. Nous sommes entrés dans ce temps que le grand Victor Hugo avait préfiguré, qui était le temps de la sympathie des âmes, où on ne peut pas rester indifférent à la souffrance totale, à la souffrance absolue. Et vous avez des leaders de cette mobilisation. Vous avez des acteurs qui se dépensent dans cette mobilisation. Le travail formidable des ONG sur le conflit israélo-palestinien, Amnesty International, Human Rights Watch, B'Tselem, l'ONG israélienne, mais la Fédération internationale des droits de l'homme, font un travail absolument extraordinaire, non seulement d'information, mais de plaidoyer. Et puis vous avez des médias qui s'engagent. Moi, je dois dire, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'écoute les reportages de Rami Abou-Jamous depuis Gaza. Et puis vous avez des humains qui considèrent que ce deux poids, deux mesures, que cette indifférence cynique à l'égard du sort des Palestiniens n'est plus acceptable. Et là, vous avez une catégorie de la population qui a joué depuis 2 ans un rôle moteur et essentiel et déterminant, c'est les étudiants. Les étudiants se sont mobilisés dans les campus universitaires, aux États-Unis, en Europe. Et ces étudiants, ils se mobilisent pourquoi ? Pour des revendications catégorielles ? Non, c'est pas leur affaire au sens, je dirais, vulgaire du terme. Ils se mobilisent parce que ils sont jeunes, ils se sentent comme étant jeunes dans un monde total, dans un monde global, et ils ne peuvent pas rester indifférents à tout ce qui s'y passe. Eh bien, croyez-moi, cette mobilisation des ONG, des médias, des intellectuels, de différents experts de toute nature, de lanceurs d'alerte et des étudiants et de l'opinion publique internationale a conduit à la naissance progressive d'un système international humain qui revendique d'arrêter. Regardez ce qui s'est passé dans la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, toutes ces manifestations. L'autre jour, il y a quelque temps déjà, je voyais un cortège de gilets jaunes et une brave dame qui portait un drapeau palestinien. Je lui demande pourquoi. Elle me dit « Ah ben parce que de ce qu'on m'en a dit, ces gens-là aussi, ils souffrent. » Il y a une internationale de la souffrance qui est en train de se constituer. Et ce qui me rend optimiste, c'est que cette internationale de la souffrance, cette conscientisation du monde, elle vient rejoindre la réflexion multilatérale. C'est-à-dire, vous savez qu'on dit toujours, il n'y a pas de droit sans base sociale à ce droit. Le droit international est en train de trouver sa base sociale dans cette conscience humaine qui est en train de s'éveiller et qui donc a des effets sur les Nations Unies. Les Nations Unies sont très sensibles à tout cela. Il n'y a pas une semaine sans qu'une commission, une réunion d'experts ou des dirigeants, le secrétaire général ou le directeur du Haut Commissariat aux réfugiés ou au Commissariat des droits de l'homme viennent dire le droit. Et justement, vous parliez du droit international. Le droit international n'est pas respecté, il n'a jamais été respecté. Pourquoi ? Parce que, contrairement au droit national, il n'y a pas de sanction possible. Oui, mais tout ce que je viens de vous dire débouche sur une revalorisation de l'énonciation du droit. C'est-à-dire la parole du droit qui s'exprime dans ce contexte d'empathie, dans ce contexte de sensibilisation. Cette parole du droit, elle devient audible. J'ai jamais entendu autant de commentaires sur l'ordonnance de la Cour internationale de justice parlant de risques génocidaires. Je n'ai jamais entendu autant de commentaires sur les mandats d'arrêt dont je parlais tout à l'heure qui frappent Netanyahou et Gallant. Pourquoi ? Parce que le droit est en train de
contrer cette sensibilité globale, cette conscience globale qui est en train de se former.